Bonjour Rémi, déjà un grand merci d'accepter de faire cette interview. Donc pour rappel, je vais interviewer des personnes qui travaillent dans plein de domaines différents, qui ne sont pas dans la data, des développeurs, des gens qui font du marketing, des designers, des comptables. Et l'idée, c'est que je vais leur poser les mêmes questions à tous, afin de bien comprendre leur rapport avec ce sujet de la data. Et du coup, même si je te connais parfaitement, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours professionnel? Ouais, donc bonjour. Moi, mon parcours, il est très simple. Je suis arrivé chez Mes Opinions en 2012 en tant que développeur et aujourd'hui, j'en suis le responsable technique. Ok, et quand tu dis responsable technique, c'est que tu as des personnes sous toi. Ouais, alors, l'équipe technique de Mes Opinions, c'est donc moi en CTO avec 4 développeurs. Il y a 2 data scientists et un product owner. Ok, très bien, donc ça fait déjà une belle petite équipe. Ouais. Et du coup, tu dis mesopinions.com, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est comme entreprise? Ouais, donc mesopinions.com, nous, on est la première plateforme de mobilisation citoyenne française. On a été créé en 2006 et en gros, nous, on permet à tout citoyen de faire entendre sa voix, si on veut faire simple. Et en termes de chiffres, on a à peu près 15 millions d'utilisateurs, 75 000 pétitions et plus de 225 millions de signatures. Et souvent, on nous pose la question, est-ce que ça marche de signer des pétitions? Oui, ça marche. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure. En 2022, on a une victoire tous les 3 jours. Une victoire, qu'est-ce que vous appelez du coup victoire tant que j'y suis? Alors, une victoire, concrètement, si je peux donner un exemple, quelqu'un qui fait une pétition parce que la classe de CM1 de son école ferme, il fait une pétition contre la fermeture de cette classe. Nous, on atteint la victoire au moment où bah, justement la classe est maintenue pour la prochaine année scolaire. Donc ça, c'est un exemple de victoire qu'on a assez régulièrement depuis la création de Mes Opinions. Ok, ok, je comprends. Et là, du coup, tu me dis que tu es chez Mes Opinions depuis 2012, donc si je fais vite des calculs, ça fait 11 ans. 11 ans pour un développeur sur un métier qui a un marché assez bénéfique pour les devs. Qu'est-ce qui fait que tu es resté, que tu as si longtemps dans cette boîte? Ouais, je suis dans ma 11e année. Donc moi, je suis arrivé chez Mes Opinions et ce qui m'a plu chez Mes Opinions, c'est que bah, déjà, le projet a un sens d'aider les citoyens. Ça m'a parlé tout de suite il y a 10 ans et ça me parle encore aujourd'hui. Deux, il y a quand même un défi technique assez énorme. Comme j'ai dit tout à l'heure, 15 millions d'utilisateurs, plus de 200 millions de signatures. Forcément, derrière, en technique, ça implique qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et moi, j'apprends, je m'amuse encore tous les jours. Donc, il n'y a pas de raison de changer tant que les composantes qui m'ont motivé dès le premier jour sont encore là aujourd'hui. Ok, ok, c'est assez clair. Et juste pour que vraiment tout le monde comprenne, du coup, moi, si par exemple, j'ai un combat, je sais pas, je veux, par exemple, j'ai vu un chien se faire écraser, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire pour créer ma pétition? C'est compliqué, c'est payant, c'est. Non, nous, tout est gratuit. Donc, tu viens sur la plateforme mesopinions.com, tu fais lancer ta pétition, tu remplis un titre, un nom d'auteur, un destinataire, le texte de ta pétition et si tu as une image, tu la mets. Ta pétition, elle est en ligne dans la minute qui suit. À côté de ça, là, on a parlé que de l'équipe technique, mais mes opinions, c'est pas que la technique. On a aussi un pôle auteur qui est là pour accompagner chaque auteur de pétition, justement pour l'aider à bah, toucher son destinataire, contacter la presse, organiser des conférences de presse, des communiqués de presse. Le but du pôle auteur, en fait, c'est d'aider, de former, d'accompagner le lanceur de la pétition pour l'aider à atteindre son but, donc la victoire. Ok, ok, donc c'est ouais, c'est vraiment une entreprise qui a un but important pour la France. En plus, on est quand même répandu pour être plutôt des râleurs, les Français. Donc, Ouais, donc un site de pétition, ça peut vraiment répondre à une vraie problématique. c'est ça. Euh, Allons sur notre sujet, sur la data. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez la data chez mesopinions.com? Ouais, on en utilise. On en utilise pas mal. Un des plus gros objectifs, nous, de l'utilisation de la data, c'est d'envoyer la bonne pétition à la bonne personne et au bon moment. Forcément, tout à l'heure, je vous ai dit, on avait 75 000 pétitions, 15 millions de personnes. On ne va pas envoyer les 75 000 pétitions aux 15 millions de personnes. Forcément, chaque personne a des appétentes différentes. On a la cause animale, on peut avoir le sport, on peut avoir la protection des enfants, enfin, il y a vraiment toutes les thématiques qui existent, l'environnement, le climat. Donc nous, le but du jeu, c'est bah, quand on estime qu'une pétition peut intéresser une personne en fonction de son profil, de son historique chez nous,
on lui pousse un peu la pétition en lui disant Salut Valentin, cette pétition, elle pourrait t'intéresser. Si elle t'intéresse, aide l'auteur à faire avancer son combat en la signant. Et en gros, c'est vraiment le gros objectif de la data chez nous, c'est ça. Ok, je comprends. Et tu vois, nous, chez SCK Data, on accompagne des PME, des associations. Et c'est vrai qu'on a un peu des entreprises qui sont soit convaincues de la data, soit au contraire qui sont plutôt des grandes inquiétudes. Est-ce que quand tu t'es lancé dans la data chez mesopinions.com, quand vous avez commencé à faire vos premiers projets, tu as tout de suite été convaincu ou est-ce que tu as eu au début plutôt des inquiétudes? Non, bah moi j'ai connu les deux, donc travailler sans data et avec data. Forcément au début, pas convaincu plus que ça. Il a fallu faire des projets pour nous convaincre et vraiment nous montrer que ça marchait concrètement. Maintenant, c'est un peu drôle de dire ça, mais je pense que je pourrais plus bosser, en tout cas sans data. Je pense qu'on est tous convaincus chez mes opinions que la data, elle est vraiment au cœur du projet, qu'on ne peut plus faire sans. Donc, nous, ça nous a permis de passer plein de paliers, de mieux comprendre nos utilisateurs, de mieux analyser et de comprendre nos auteurs de pétitions aussi. Enfin, vraiment, on passé pas mal de paliers, de gérer la pression emailing. Il y avait vraiment eu énormément de choses qui ont été faites, qui nous ont ouvert les yeux et qui nous ont permis de faire progresser la plateforme, améliorer la plateforme. Et ça a été grâce à la data. Ok, top. Si je continue sur mes questions, chez STK Data, donc chez nous, on a identifié au fait 8 points de douleur, 8 choses qu'on est capable de régler avec la data. Donc, je vais te les lister. Et ma question, c'est voilà, de me dire, selon toi, quel est le point de douleur qui te semble le plus important et pourquoi. Ok. Donc, Ok. le premier point de douleur, c'est les campagnes marketing font perdre de l'argent à l'entreprise. Je les lis en même temps parce que je ne les connais pas par cœur. Les campagnes n'atteignent pas les objectifs de chiffre d'affaires. La méconnaissance ou incompréhension du couple produit-client, ça veut dire que l'entreprise ne sait pas quel produit pour qui et à quel moment. Point de douleur, les dépenses d'acquisition sont trop élevées par rapport aux dépenses de fidélisation. Ça veut dire que l'entreprise a toujours tendance à dépenser beaucoup pour acquérir des nouveaux clients, mais malheureusement oublie un peu de fidéliser. Vos concurrents connaissent mieux vos clients que vous, c'est-à-dire qu'il y a une vraie problématique sur la connaissance et le profil type des clients. Un turnover important des employés, faute d'automatisation des tâches répétitives. Et les deux derniers, le chiffre d'affaires est en baisse ou le chiffre d'affaires ne progresse pas. Alors, parmi ces 8-là, lequel te ressemble le plus important? Et si tu en as deux, tu peux en prendre deux, mais au moins un. Ouais, bah, ils sont tous importants, mais s'il faut en prendre un, je prendrais le troisième, la méconnaissance du couple produit-client. Parce que je pense que sans connaître ton client, bah, tu ne peux pas le satisfaire et donc le fidéliser. Enfin, le nerf de la guerre, c'est quand même de garder ses clients, les fidéliser et de les animer correctement. Et je dis ça parce que nous, on l'a vécu. Avant, sans data, on n'envoyait pas toujours les bonnes pétitions aux bonnes personnes et on avait les retours, des gens qui nous répondaient en disant bah, ça ne m'intéresse pas, je ne comprends pas, enfin, pourquoi vous m'envoyez ça, etc. Donc, on l'a vécu et on s'est posé cette question de se dire bah, comment on peut faire pour trouver la bonne pétition pour la bonne personne. Bah, une des premières réponses, c'était bah, faut déjà qu'on sache qui sont nos utilisateurs, les comprendre avant de pouvoir leur proposer des nouvelles pétitions. Donc, et en plus, c'est quand même compliqué de trouver des clients. Donc, quand ils sont là, autant les garder et les fidéliser. Ok, ouais, je comprends. Donc, toi, c'est vraiment ce côté où vous proposez en fait la meilleure expérience utilisateur à vos clients en proposant du coup le bon contenu, la bonne pétition. Et sans rentrer trop dans des détails techniques, tu es capable de nous expliquer brièvement comment ça marche chez vous, cette proposition de pétition? En fait, chez nous, pour faire simple, on a créé un moteur de recommandation. En fait, ce moteur de recommandation, il est alimenté bah, par les pétitions qui sont sur notre site. Et chaque signature faite par chaque utilisateur alimente ce moteur de recommandation et le fait apprendre de manière intelligente. Donc, chaque minute, on a des centaines, voire des milliers de signatures qui arrivent sur mes opinions. Donc, toutes les minutes, le moteur de recommandation se nourrit de ces nouvelles signatures, de ces nouvelles pétitions. Et du coup, il modifie un peu ses recommandations en fonction de ce que font les gens sur le site, de ce qu'ils signent, etc. Ok, ouais, donc c'est un truc assez complet et en tout cas qui n'est pas figé dans le temps. Et du coup, c'est une belle transition pour ma prochaine question. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Il y a plein de nouveautés actuellement là, de choses qui permettent de produire du texte, des images, etc. avec l'intelligence artificielle. Mais chacun a un peu sa propre définition.
Et ma question, c'est voilà, si toi, tu veux donner une définition de l'intelligence artificielle, tu donnerais quoi comme définition? Je pense pour faire simple, moi, l'intelligence artificielle, c'est un programme informatique qui reproduit le comportement humain et surtout qui apprend au fil du temps. Ok. Et tu dis un truc important, tu dis qui se comporte un peu comme l'humain, qui en tout cas qui imite le comportement humain. Tu entends quoi par imitation du comportement humain? Pour moi, l'intelligence artificielle, ça permet aussi, enfin, une des utilisations de l'intelligence artificielle, c'est de permettre de retirer des tâches, par exemple chronophages, faites par de l'humain, donc d'apprendre un programme informatique à faire ces tâches, les automatiser, et au fur et à mesure d'apprendre. Par exemple, je vais dire un exemple précis, une boîte contact, on peut qualifier des emails et faire des réponses au moins semi-automatisées. Forcément, on n'a pas les mêmes mails tous les jours qui arrivent, donc il faut que le programme apprenne, un peu comme nous, notre moteur de recommandation, il apprend en fonction des signatures. Voilà, le programme apprend en fonction des mails qui rentrent et il essaye de faire la meilleure réponse possible. Donc ça peut être un exemple d'intelligence artificielle. Après, c'est un gros mot, l'intelligence artificielle, c'est un peu fourre-tout. On est tout dedans. Non, je suis d'accord, c'est un peu un mot fourre-tout. Et tout à l'heure, tu as dit que c'était toi qui étais responsable du coup des deux data scientists de mesopinions.com. Et le travail de data, c'est vraiment un travail qui touche un peu à tous les secteurs. Il va toucher un peu de technique parce qu'il faut coder, mais ça va aussi toucher le marketing, ça peut toucher le comptable, voilà, ça peut toucher pas mal de choses. Et j'ai une question sur ce lien. Selon toi, quel est le lien en fait entre le marketing et la data? Il y a quand même un lien assez important. Pour moi, la data, elle permet de donner des orientations marketing. Hmm. Ça permet de trouver les bons leviers, de répondre à des questions précises. Ça drive un peu la stratégie marketing. Je sais pas, par exemple, on a une e-boutique, on peut faire des frais de port offerts, on ne sait pas à partir de combien. Soit on les fait au doigt mouillé, on dit bah, allez, à partir de 50 euros, on fait les frais de port, ou soit on regarde notre panier moyen et on se dit bah, tiens, on veut l'augmenter, on va demander à la data, c'est quoi le panier moyen par utilisateur, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire comme frais de port gratuit, à partir de combien, quel palier. Plutôt que de le faire au doigt mouillé, là, on a une réponse précise. Ça peut être un exemple précis. Hmm. Après, je pense que ça permet aussi d'ouvrir un peu les yeux et d'avoir des réponses concrètes en fait sur des chiffres. On se base vraiment sur du concret et pas juste du ressenti. Et parce que souvent, notre ressenti, il est faussé. Moi, par exemple, qui est depuis 10 ans chez mes opinions, mon ressenti, il est totalement faussé. Parce que la base, en 10 ans, elle a évolué. On a eu le Covid, on a eu les gilets jaunes, il y a eu plein de comportements qui ont évolué. Et du coup, notre base a aussi évolué. Donc, moi, si je reste sur mes préceptes d'il y a 7 8 ans, forcément, c'est plus les mêmes aujourd'hui. Donc, moi, grâce à la data, par exemple, ça me permet d'ouvrir les yeux, de me dire, ah ouais, ma base, elle a évolué. En 2020, elle est comme ça. En 2021, 2022. En 2023, elle va encore changer. Ça évolue sans cesse, en fait. Ok, ouais, je comprends. Ce que tu veux dire, c'est que la data, elle te permet de personnaliser un peu ton marketing, de personnaliser tes actions et ne faire, pas faire seulement ses choix par rapport à une intuition ou à voilà, quelque chose qui se passe dans une réunion, un brainstorming. C'est vraiment s'appuyer sur le comportement réel de vos utilisateurs. Bah, ça peut valider des intuitions. Si tu as une intuition, la data permet de la valider ou de l'invalider en te disant, attention, là, tu te trompes totalement. Si tu pars là-dedans, c'est risqué parce que nous, les chiffres nous font dire que c'est pas ce que tu penses n'est pas bon, quoi. Ça permet aussi d'éviter certaines erreurs. Ouais, du coup, c'est vraiment la data, c'est vraiment, tu la considères comme vraiment une aide à la décision Ouais, pour les marketeurs. totalement. Et tu as dit un truc encore important, tu as dit, ouais, si je me base sur ce que je faisais il y a 7 8 ans, etc., ou sur mes connaissances, du coup, tout peut être un peu faussé. Et on a quand même connu une grande révolution autour de la data, qui est le RGPD, qui a permis de un peu normaliser toute l'utilisation de la data pour la rendre beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus propre, et en tout cas, qui respecte un cadre pour protéger les utilisateurs. Et est-ce que chez mesopinions.com, la RGPD a modifié beaucoup de process ou même de design ou de code depuis la mise en place de cette nouvelle loi? Non, enfin, pas vraiment. C'est un peu provoque de dire ça, mais c'est quand même la réalité. Enfin, on est une entreprise, nous, c'est sûr qu'on recueille énormément de data. Enfin, on a beaucoup de monde sur le site, beaucoup de pétitions, beaucoup de signatures. Donc forcément, on a aussi beaucoup de commentaires, de données perso. Enfin, on a vraiment beaucoup, beaucoup de données. Donc, nous, on a pris le part quand quelqu'un arrive dans l'entreprise, de sensibiliser tout de suite l'employé à la data, à la RGPD, à l'utilisation de la data. Chez nous, tout le monde n'a pas accès à la data, c'est bien cloisonné. Ça a été fait dès le début. Donc la RGPD, quand elle est arrivée, forcément, il y a eu quelques petits changements, mais les bases, elles étaient quand même là. Tout le monde était sensibilisé, etc. Donc
ça n'a pas révolutionné notre manière de travailler. On a été un peu plus attentif, on a fait des formations un peu plus poussées forcément sur certains métiers qui ont accès plus à la data que d'autres. Mais sinon, globalement, non, on n'a pas révolutionné notre manière de travailler. Ok, ok, ouais, c'était déjà suffisamment propre pour vous avez juste mis en fait, vous avez bien recadré les process, mais dans l'ensemble, c'était déjà suffisamment propre pour pas être chamboulé. Merci en tout cas pour d'avoir répondu à ces questions autour de la data. Moi, j'aime bien laisser toujours un petit temps pour mes invités, 3 minutes, 4 minutes, 2 minutes, peu importe, pour parler vraiment du sujet de votre choix, de ton choix, soit sur l'entreprise, soit sur la data, sur une passion. Je sais que tu cours beaucoup, mais c'est peut-être pas de ça que tu vas nous parler. Mais voilà, je te laisse un peu carte blanche pour nous expliquer quelque chose ou nous parler de quelque chose qui te tient à cœur. Ouais, donc je peux vous parler d'un truc qui est arrivé récemment chez nous. En fait, mes opinions, on n'est pas tout seul, hein, on est un groupe, on a plusieurs entités. Une des nouvelles entités qu'on vient de créer, on a créé une agence web qui s'appelle Développeur, donc on a créé l'année dernière. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de compétences grâce à mes opinions et aux autres choses qu'on fait en interne. On a développé pas mal de compétences. On a une équipe technique qui est quand même assez, assez staffée, senior et qui est quand même costaud. Donc, on s'est dit pourquoi pas mettre à dispo toutes ces compétences acquises au service de l'externe, parce qu'aujourd'hui, on travaillait qu'en interne. Donc, on s'est dit, allez, on crée une agence. Et en gros, nous, les compétences qu'on a acquises, bah, c'est du développement en PHP, en Node.js, l'optimisation de bases de données, forcément, on est expert là-dessus. La cybersécurité, ben, on a été formé, on travaille avec des partenaires aussi là-dessus, donc on a quand même une base solide. On a aussi développé des expertises comme le cloud avec Amazon Web Services, le système de paiement en ligne. Nous, à côté de ça, j'ai parlé que de mes opinions. On a d'autres sites, des sites e-commerce où on a développé des systèmes de A à Z, donc forcément, il y a eu du paiement. L'emailing, on envoie des millions d'emails par mois, donc forcément, on a développé aussi une compétence là-dessus, d'envoyer de trouver le bon message, envoyer la bonne personne, c'est bien, mais techniquement que ce message soit délivré aussi dans la boîte mail de la personne, c'est encore autre chose. Donc là-dessus, on a bien travaillé et on est quand même assez avancé là-dessus aussi. Donc ouais, c'est ça, on a voulu réunir toutes ces compétences, les mettre à disposition de personnes et surtout, nous, notre ambition, c'est pas de faire à la place de la personne, c'est aussi bah, s'ils ont des équipes en interne, de les former, de partager vraiment le savoir. C'est vraiment du partage sans limite, on a envie de dire. On n'est pas là pour juste faire et se dire, on va pas lui dire comment faire, comme ça, il va nous rappeler pour le faire. Non, nous, on veut, si vous voulez qu'on le fasse pour vous, on le fait, mais on est aussi là pour expliquer comment on fait, pourquoi on l'a fait, partager nos expériences passées, parce qu'on a fait forcément des erreurs. Bah, si on peut vous éviter de les reproduire, on est là pour ça aussi, hein. Donc voilà, on a fait un peu cette agence dans ce but. Ok, très bien. Et tu peux rappeler du coup dans cette agence, du coup, c'est tous les devs de mesopinions.com peuvent du coup être appelés pour développeurs. Et du coup, en moyenne, vous avez combien d'années d'expérience les devs? Dans l'équipe, bah, moi, je suis dans ma 11e. En moyenne, si je fais une moyenne des 5 développeurs, donc moi compris, on doit être à 7 ou 8 ans. Ouais, donc Donc, c'est déjà des ils ont profils moins bien d'expérience, seniors. entre guillemets, ils sont dans leur 6e année. Donc, ouais, on a une équipe de seniors, on est bien staffé. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, moi, ce que je ferai, c'est que dans le descriptif de vidéo, je mettrai le site de développeur. Mais si on veut te contacter, c'est quoi? Vaut mieux privilégier le mail, LinkedIn. Comment on fait pour vraiment contacter le développeur? Bah, soit par mail remy@developpeur.fr ou LinkedIn, hein, Rémi Fertin sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Ou si jamais vous avez le contact de Valentin, on se connaît assez bien, il faudra faire le lien. Ouais. Pas de C'est souci. vrai qu'on se connaît pas mal ayant travaillé chez mesopinions.com et du coup, je peux valider tout ce qui a été dit, surtout sur la partie data. En tout cas, Rémi, je te remercie. Je pensais que tu allais me parler un peu de running, mais pas du tout. Il faut savoir que Rémi, c'est un grand coureur. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à ces questions. C'est toujours intéressant d'avoir une vision plus technique de la data, enfin, d'une personne qui ne fait pas de la data, mais qui travaille dans le côté technique. Tes réponses n'ont rien à voir, par exemple, avec une personne qui travaille dans le marketing. Donc, je te remercie pour ça. Et du coup, je recommande à toutes les personnes qui ont besoin de compétences dev dans leur entreprise de te contacter directement pour voir si ce que vous proposez, ça peut répondre à leurs problématiques. En tout cas, merci beaucoup et du coup, à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci. Merci à toi. Ciao.